Est-ce que tu te regardes? Voilà. Pardon de donner cette toute petite règle du jeu, mais simplement pour qu'on puisse après normer les vidéos que nous proposons sur l'ensemble de nos réseaux. De commencer par votre pendant, je m'appelle, je suis de telle école et voici mon idée pour réinventer le journalisme. Et après, vous déroulez votre idée. Ok. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Clémence Fuleda, je suis étudiante au Centre de formation des journalistes à Paris. J'ai 24 ans. Mon idée pour réinventer le journalisme, eh bien, comme je vous le disais, j'ai 24 ans et je regarde, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, et d'autres, des séries. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'adapte pas le principe de série au journalisme? Alors vous me direz, ouais, mais une série, ça marche pas, c'est pas la réalité, c'est de la fiction. Ben, moi, je pense, après tout, qu'on pourrait mêler la fiction et la réalité. C'est pas juste pour faire du divertissement, c'est parce que j'ai vu des journalistes ne pas arriver à caler des choses, limite à vouloir inventer. Je trouve ça inadmissible, évidemment c'est pas la majorité de la profession, et je me dis, des fois, comme on parle de personnages et tout ça, quand on cale nos repas, pourquoi on n'assume pas le fait qu'il y ait des personnages? Pourquoi on n'invente pas des personnages? On invente une situation, et ensuite, tout le reste serait basé sur des faits réels. Je m'explique parce que c'est peut-être pas très clair. Imaginons une fuite dans une centrale nucléaire. C'est une idée, ça n'arrive pas là tout de suite. Donc on invente cette situation. Par contre, tout ce qui se passerait après qu'il y ait une fuite dans une centrale nucléaire, tout le processus de contrôle, de quels ingénieurs EDF sont appelés, comment faire, quel danger pour la santé, etc. Ça, on est capable d'avoir des données. Donc l'idée, ce serait de construire une série comme ça à mi-chemin entre la réalité et la fiction. Ça supposerait de bien expliquer évidemment au lecteur, au spectateur, ce qu'il est en train de voir et de vivre. Alors pour cette web-série, ce concept de serial journalisme, je le verrai sur une plateforme web avec des épisodes diffusés toutes les semaines, avec évidemment un peu de suspense pour qu'on ait envie de voir la suite. Et je voulais y mêler un autre concept parce que je suis assez attachée à la complémentarité des médias. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup plus aller dans la complémentarité des médias, c'est-à-dire que, j'imagine, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous écrivez, enfin vous lisez. On ne le fait pas pour les mêmes raisons. Quand j'écoute la radio, c'est parce que je coupe mes carottes, je reçois du son, je ne peux pas me concentrer sur autre chose que sur mes carottes. Quand je regarde la télé, j'ai envie d'être dans mon canapé. Quand je lis un livre, je suis pareil dans mon canapé, j'ai un objet entre les mains. Donc je me dis, et surtout je me dis qu'il y a des formats qui sont très adaptés pour certains sons, comment dire. Je vous reprends l'exemple de la centrale nucléaire. S'il y a une explosion, moi, je trouve ça beaucoup plus fort, c'est mon avis personnel, mais c'est assumé, d'entendre l'explosion plutôt que de la voir. Par contre, si moi, je suis jamais allée à l'intérieur d'une centrale nucléaire et j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe. Donc l'explosion, je la ferai en format son, radio. Premier épisode, il y a une explosion. Le téléphone sonne chez un ingénieur EDF. Une voix au téléphone, « Allô, j'ai endormi ». La voix d'un responsable du préfet au téléphone qui répond « Il y a eu une explosion dans la centrale ». Deuxième épisode, l'ingénieur en question qui a été réveillé doit aller à l'intérieur de la centrale. On filme, parce qu'on a envie de voir l'intérieur de la centrale, etc. On découperait, on scénariserait les épisodes. Et évidemment, ça supposerait un gros travail de recherche. Là, je prends l'exemple du nucléaire, ça peut être un exemple comme un autre. Gros travail de recherche pour que tout, vraiment les faits et les infos autour du nucléaire soient sourcées et basées, et on pourrait que la fiction appuie les faits. Et si je parle de fiction et de la force de la fiction, c'est parce que moi, quand je lis des romans qui sont basés sur des histoires vraies, je suis vraiment happée dans ça. Donc je crois qu'il y a une force de la fiction et que la fiction peut être au service de l'information. Voilà. La parole est au membre ici. Gilles, parce que Gilles devra nous quitter parce qu'il a un train, donc il ne pourra pas discuter sur les quatre, et vous aussi vous avez le même train. Alors Gilles d'abord, bonjour. Bonjour, alors c'est difficile forcément de juger comme ça parce que pour ce genre de choses, forcément on a envie de voir des images ou un proof of concept, mais c'est très osé parce que adapter ce format à l'information, c'est très osé, donc
Moi, je suis optimiste, mais je demande à voir un petit peu avant de se mettre vraiment dans une production, etc. Mais je trouve le format intéressant. Je pense, c'est parce que j'ai réfléchi, j'ai fait un premier découpage pour imaginer, donc si vous voulez lire quelque chose d'imaginer, je pense que ça pourrait coûter assez cher, c'est peut-être une des limites, mais je pense qu'en assumant, et surtout en expliquant bien au lecteur ou à l'auditeur et tout ça, que ce qu'il voit et part de quelque chose de fictif avec de données réelles, et en fait il faut que ce soit très clair, et si c'est clair et assumé, je pense que ça peut marcher. Voilà, la seule chose, peut-être la petite réserve, c'est tu sais, quand on lance quelque chose, il y a aussi à quel moment on le lance, à quelle période, etc. Est-ce qu'en ce moment, on est dans une période où il y a eu des choses de docu-reality à la télé qui n'ont pas forcément plu, etc. Est-ce que les gens vont associer ces choses-là avec ce type de projet? Et là, ça pourrait être un petit peu dangereux. C'est le seul truc que je verrais un petit peu particulier. Nathalie? Alors moi, j'ai peut-être une autre question qui est davantage sur les personnes qui vont amener à collaborer, à réaliser ce type de produit. Est-ce que selon vous, ça ne doit être que des journalistes? Est-ce que vous imaginez un travail plus collaboratif avec d'autres corps de métier? Et qu'est-ce que ces autres corps de métier pourraient apporter justement à ce type de projet? Alors, je ne pense pas qu'il faudrait travailler avec des auteurs de science-fiction, par exemple. Je ne pense pas. Je pense que c'est avant tout un travail journalistique et d'aller chercher vraiment l'information. Et les journalistes, moi, si je devais écrire demain un article sur le nucléaire, j'irais évidemment interroger des experts et essayer de faire le tour de la question. Donc, pourquoi pas demander des conseils, par exemple, à quelqu'un qui écrit du roman au niveau de la scénarisation. Mais ensuite, moi, je vois ça comme un travail journalistique. Et les journalistes vont demander à des experts, essayer de faire le tour de la question pour moi. Philippe? Moi, j'aime beaucoup les gens qui cherchent à innover, qui tâtonnent, qui cherchent, etc. Le problème avec votre idée, c'est qu'elle existe déjà et qu'elle a déjà été mise en œuvre. L'agence CAPA a produit pendant des années, je ne sais plus comment ils appelaient ça, des fictions, docu-fictions, voilà, qui ont existé, qui n'ont pas été, à mon sens, extraordinairement convaincants. Donc ça, c'est le premier aspect sur l'aspect innovation. Et après, ma question, dans les sujets que vous avez évoqués, alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais est-ce qu'on ne va pas nécessairement vers du catastrophisme ? Qu'est-ce qui se passerait si tout allait mal? Est-ce que ça ne va pas être extrêmement limitatif? Alors, c'est deux bonnes questions. Sur le... Pardon. Non, mais... Je suis... Merci de me l'avoir posé. Non, mais parce que je me les suis posées moi aussi. J'ai pas dit, j'arrive et j'invente un truc. Hein. Je prends ce qui existe pour essayer d'en faire autre chose. Je suis pas certaine, mais peut-être vous me contredirez, que cet aspect de suspense et de série, toutes les semaines on a un épisode diffusé, en essayant d'attraper les gens, existe déjà. Ensuite, non, c'était pas des épisodes. Je suis pas sûre qu'il y ait une complémentarité des supports. Et peut-être, il y a 2 projets en même temps, peut-être, mais... Voilà, de ce mélange-là, je ne suis pas certaine qu'il existe. Après, évidemment qu'il s'inspire de choses qui existent déjà. Sur le catastrophisme, je suis assez d'accord qu'au début, les idées que j'avais, on sort de l'euro, une banque fait faillite, un accident nucléaire, je me suis dit, ouh là 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 là. Mais pourquoi, alors là ça a déjà été fait, mais pourquoi on ne ferait pas une plongée dans l'infiniment petit ? Je retourne en enfance. Enfin, c'est pas quelque chose de négatif, ça, par exemple. Je pense que ça marcherait très bien avec des sujets scientifiques, en fait. Bon, là, l'économie, je vous parlais de la banque, c'est pas une science, mais... Et c'est pas forcément négatif. Donc il faudrait faire attention à ce travers. Il existe, mais je pense qu'on n'est pas obligé de tomber dedans. Moi, le fait qu'il y ait déjà eu des choses du même genre me pose pas trop de problème, parce que de toute façon, on ne fait jamais que réinventer ce que d'autres ont fait. C'est sur votre dernière phrase que tout se joue pour moi. Vous dites c'est la fiction au service de la réalité. Je trouve que c'est une contraction assez remarquable de votre projet. Et en même temps, on voit bien que c'est aux antipodes de la mission d'informer, qui est d'aller chercher justement au plus près la vérité. Donc je crée de la fiction pour essayer d'approcher la réalité et la vérité. Donc vous dites, on prend des précautions, on informe le public, on lui dit en permanence. Bon, mais on va pas faire comme l'émission de nos amis belges, on va pas faire passer un déroulant en disant ceci est une fiction, ceci est une fiction. Donc ça, c'est ma première interrogation. Ma deuxième interrogation, c'est est-ce que ça ne vous cantonne pas
Et ça peut être intéressant, ça peut être un genre documentaire intéressant, je pense. Mais est-ce que ça ne vous cantonne pas en termes de recherche d'information à des sujets, je vais dire, pédagogiques? Éducation sur un sujet, voilà, les enjeux du nucléaire, les enjeux d'une... est-ce que du coup, d'aller chercher la réalité d'un mouvement social, par exemple, comment vous pouvez pas aller me le traduire? C'est quand même d'aller prendre une problématique et d'essayer de faire une pédagogie autour de cette problématique. Donc du coup, ça vous cantonne, me semble-t-il, plutôt dans un genre documentaire, qui peut être intéressant, mais voilà, mes deux interpellations. Je suis assez d'accord. J'avoue, j'avais pas réfléchi comme ça aux pédagogie. Après, moi, je considère que mon futur métier, c'est aussi de faire de la pédagogie, donc ça me dérange pas en soi. Après, je réfléchis sur un mouvement social, peut-être imaginer quelque chose. J'ai pas réfléchi, mais oui, je pense que c'est une bonne remarque. Et par rapport à la fiction, je pense que des fois la réalité dépasse la fiction. Mais je vois pas pourquoi on oppose comme ça les choses et pourquoi on se servirait pas de la fiction au lieu d'en avoir peur. Et on l'assumerait pas quand on fait du bandeau déroulant. Moi, comme je vois ça comme des épisodes, en début d'épisode, il y a toujours un rappel de l'épisode précédent. Pourquoi il n'y aurait pas, nous vous rappelons que c'est une fiction. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à donc Clémence Souleda du CFJ. Merci encore. Et bravo pour la conviction avec laquelle vous défendez votre projet. Alors maintenant, Ludovic Chatin, il est de Metz, c'est le régional de l'étape. Ludovic, vous avez 4 minutes. Bonsoir à tous. Je vais attendre que mon collègue se mette en place. Ok, c'est parti. Alors, mon idée pour réinventer le journalisme est une idée assez est-ce que vous pouvez vous présenter en ouverture de sujet? Excusez-moi. Donc, je m'appelle Ludovic Chatin. Je suis en master journalisme médias numériques à Metz. Et que dire d'autre, c'est tout. Voilà. J'ai 25 ans. Voilà. Donc, mon idée pour réinventer le journalisme, c'est une idée assez simple, en fait. Mais je pense qu'elle est négligée. C'est que pour inventer les pratiques du journalisme, on n'a pas besoin que ce soit une seule personne qui trouve une idée lumineuse pour révolutionner le tout. À mon avis, il faut que ça soit quelque chose qui se fasse avec tous les journalistes, avec tous les gens qui travaillent dans les médias, qu'on fasse des conférences d'innovation. C'est-à-dire que un peu comme les conférences de rédaction qu'on fait dans les médias, faire des conférences d'innovation qui interviendraient en fait plutôt en fin de journée, où on fait un petit bilan de la journée, de ce qu'on a publié, de ce qu'on a dit, comment on l'a traité, qu'on ait un petit peu de recul, qu'on n'a pas forcément en fin de journée, et qui nous permettrait au final de faire des propositions. Donc des propositions d'innovation qu'on ferait remonter avec le rédac-chef. Donc la rédaction se réunit avec le rédac-chef et le rédacteur en chef va faire la transition avec la direction pour faire remonter les idées d'innovation de type publication, nouveaux formats, toutes les idées sont bonnes à prendre et c'est au rédacteur en chef de synthétiser tout ça, de faire remonter l'information et ensuite la direction choisit, voit ce qui est faisable, ce qui est envisageable, notamment au niveau financier, parce que des fois on peut avoir des idées un peu nouvelles, révolutionnaires, mais qui coûtent très cher. Et des fois, ça peut être des idées toutes bêtes, toutes simples qu'un journaliste a eu comme idée et on ne l'applique pas parce qu'il n'y a pas ces conférences d'innovation. Donc c'est quelque chose, c'est plus... c'est un peu du management aussi parce que ça permet aux journalistes de se sentir impliqués dans l'évolution du média. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer chez eux juste j'ai fait mon travail, voilà. Ils vont se sentir impliqués dans l'évolution du média, ils vont vraiment participer. Et je vais aller même au-delà des journalistes. Je pense qu'on peut faire des conférences d'innovation avec d'autres personnes, par exemple les webmasters, ceux qui sont à la technique pour les sites web, par exemple, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils en pensent. Et aussi les photographes, les directeurs artistiques, pour encore plus amener de créativité et de faire une conférence d'innovation, pas forcément qu'avec les journalistes, mais au moins
quelques journalistes. Voilà. Donc c'est l'idée globale. Qu'est-ce que j'ajoute de plus ? Voilà. Après, il faut bien sûr adapter la conférence d'innovation en fonction du type de média. C'est logique. Un site internet ou la presse, c'est pas du tout le même fonctionnement. Il faut s'adapter. Et je rajouterai une autre chose. Pourquoi en fin de journée ? Parce que aussi, ça marquerait la fin de la journée. Les journalistes ou les personnes qui participent à la conférence d'innovation pourront rentrer chez eux avec des idées en tête et pourront réfléchir au cours de la soirée, prendre du recul et réfléchir un peu sur leur pratique et pas forcément être fixé H24 sur l'actualité Twitter, par exemple, et d'avoir un peu de recul. Voilà. Et du coup, le lendemain matin, nouvelle conférence d'innovation qui pourrait enfin permettre d'amener les idées de la veille si on en a réfléchi la veille chez soi. Voilà. Merci Ludovic. Gilles Bruno. Merci à Ludovic. Alors bravo. Alors deux remarques. L'une, une réserve et puis une autre plutôt très positive. La réserve, c'est d'abord le temps des journalistes n'est pas complètement incompressible. Enfin, ils auront jamais le temps de faire ça une fois par jour. Ça me semble complètement clair. Voilà. Déjà, il y a un mot qui dans toutes les entreprises et puis aussi dans les rédactions, c'est le mot réunionnite aiguë. Donc les réunions, il y en a pas mal entre services, la réunion de conférence de rédaction, etc. Donc faire ça, à mon avis, quotidiennement, c'est juste complètement impossible. Et pas, voilà, c'est pas praticable. En revanche, ton idée, je la trouve extrêmement séduisante. Et ça, je fais une anecdote très rapide. Ça me rappelle quelque chose. En fait, si on applique ton idée une fois tous les je sais pas combien dans une rédaction, ça pourrait éviter ce qui s'est passé par exemple à Libération il y a des années. Moi, je suis resté pendant 10 ans à Libération et quand il y a eu des plans sociaux, des choses comme ça, le journal a fait ça. Mais avec absolument toute la rédaction qui est montée au hublot, c'est une salle à Libé. Le mot d'ordre, c'était donnons-nous, on fait un brainstorming géant, quelles sont les idées gratuites pour faire un meilleur journal. Voilà. Donc ça va exactement dans ce sens-là. Et évidemment, on pourrait se dire qu'il ne faut pas attendre que le journal coule pour se mettre à faire ce type de réunion. Et dans ce cas-là, je trouve ton idée vraiment très très intéressante et je te dis bravo. Alors, moi, disons-le tout net, je suis amoureux de cette idée depuis que je l'ai lue, sous quelques conditions. Alors, première chose, mais je ne vais pas paraphraser, le quotidien est simplement impossible, parce que malheureusement, et ça a été très bien dit, je ne vais pas le développer ici, le rythme de la rédaction, déjà, il y a malheureusement des rédactions qui s'exonèrent de la conférence de rédaction, qui me paraît être le cœur d'une politique éditoriale, et sans il n'y a pas de qualité éditoriale. Donc déjà qu'il faut parfois se battre dans certaines rédactions pour qu'il y ait une conférence de rédaction, on ne peut pas aller vers ça. Deuxième condition, c'est bien distinguer ce que j'appellerais moi conférence critique, parce qu'il m'est arrivé dans des médias dont je me suis occupé de mettre en place des conférences critiques, et la conférence d'innovation, en tout cas c'est ça l'idée qui m'intéresse. La conférence critique, j'ai essayé moi de la mettre en place dans à France Culture par exemple, c'est assez difficile parce qu'en fait elle se fait naturellement en permanence au sortir du canard, ton papier, ton machin, et donc je suis pas certain finalement après l'avoir expérimenté que la conférence critique, c'est-à-dire retour sur est-ce qu'on a bien traité, etc., et c'est pourtant ce travail est nécessaire, ait besoin d'un instant dédié parce que ça doit être le quotidien de la vie de la rédaction. En revanche, si c'est un moment mensuel, mettons, et là, je pense que ça devient un slogan, une idée qu'on peut vendre à toutes les rédactions en leur disant vous avez besoin de ça. Où tous les mois, on réunit tous les acteurs pour dire au-delà de notre boulot quotidien, au-delà de ton dernier papier, avec le webmaster, avec designer, avec les techniciens son pour la radio, etc. Comment on peut améliorer et comment on peut faire des nouvelles propositions, des nouvelles innovations. Là, je trouve que ça devient vraiment passionnant parce que ça met en éveil l'ensemble des acteurs et ils deviennent acteurs justement de ces propositions. Donc moi j'applaudis cette idée à la condition donc qu'elle se distingue de la conférence critique et qu'elle ait un rythme qui permette de pas simplement jeter des idées en l'air mais d'arriver avec des vraies propositions concrètes qui puissent être mises en débat. Je peux dire un mot ? Alors je pense que
on peut trouver un compromis une fois par semaine. Parce que moi je pense qu'une fois par mois, les gens vont oublier carrément qu'il y a une conférence d'innovation. Je ne suis pas sûr qu'ils vont noter leurs idées dans un calepin pour le mois entier. Il y a des idées qui vont se perdre. Voilà. Je pense que si on peut trouver un compromis, c'est au moins une fois par semaine. Voilà. Et je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir comme on prend le temps ailleurs. Pourquoi pas dans le journalisme? Pourquoi on arrête de réfléchir pendant un mois, quoi. Bon, allez, une fois tous les 15 jours. C'est mon dernier prix. Faut voir, ça dépend du média. Voilà. Philippe. Il y a beaucoup de choses intéressantes et il y a des choses plus problématiques. Alors, je ne reviens pas sur la question de l'arythmique, etc. On est tous d'accord là-dessus, c'est impossible à tenir au quotidien. Je vais d'abord dire les choses négatives et puis je dirai les choses positives ensuite. La deuxième critique potentielle, c'est que l'innovation, je dirais quasiment par définition, ça vient des marges et ça vient pas du centre. L'innovation, elle vient de gens qui pensent autrement. La communauté rassemblée qui doit décider quasiment à la majorité, puisque c'est un peu ce genre de dispositif, ce n'est pas créatif généralement. Souvent, l'innovation, elle naît d'accidents sur lesquels les uns rebondissent parce qu'il y a un petit espace, les uns s'engouffrent dedans parce que c'était pas fléché par là et qu'ils y sont allés quand même, etc. Donc, sur le dispositif. Deuxième élément de critique sur ce point, je trouve ça très très bien d'y associer pas que les journalistes, mais il faudrait même encore aller plus loin. Il faudrait y associer pas que des gens de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut faire venir des idées de l'extérieur. Je comprends bien le souci, qui est un souci, enfin, en tout cas si je l'ai bien compris, de régénération des rédactions, de la proposition éditoriale, mais il faut ouvrir les fenêtres, il faut faire circuler l'air, etc. Et il faut que ça vienne du dehors. Parce que si en dedans les médias avaient les ressources, ils l'auraient prouvé. Il faut qu'ils viennent se faire challenger de l'extérieur aussi, par des gens qui ont des compétences et des profils particuliers. Maintenant, sur les choses que j'aime bien, donc il y avait effectivement ce souci d'instaurer cette nécessité d'innover, de l'intégrer dans les fonctionnements. Alors, je ne suis pas extrêmement sûr que ça doive passer par une conférence réunissant tout le monde. Pour innover, on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin de gens qui ont envie, d'abord. Une fois qu'ils ont posé les premières pierres, parce que le plus dur, c'est avec la page blanche. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout bons avec la page blanche. Ils ne savent pas quoi en faire. Il y en a d'autres, en revanche, qui ont plein d'idées. Et une fois qu'il commence à y avoir des choses dessinées sur la page blanche, il y a d'autres qui peuvent venir et enrichir, etc. Donc je me demande si ce n'est pas un dispositif un chouïa plus sophistiqué, plus subtil, qu'il faudrait mettre en place plutôt qu'une conférence comme ça un peu systématique. Voilà, c'est mes remarques. C'est ce que j'ai essayé. Excusez-moi, je peux répondre juste avant ? Ouais. En fait, juste sur ça, moi je suis vraiment pas d'accord avec cette idée-là, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui frustre énormément les gens dans un journal, par exemple, c'est le côté bunker. C'est-à-dire des gens au départ qui vont avoir une idée, qui vont commencer à la faire évoluer et qui ensuite vont la partager. Parfois c'est très politique et parfois ça passe mal parce que ça va être les idées de ceux-là et qui ensuite doivent être adoptées par les autres. Dans le dispositif, tu n'épargnes pas non plus cet écueil. Hein. Non mais si tout le monde est là, grosso modo, eh bien tout le monde est témoin, et puis si c'est par exemple une nouvelle pratique à adopter pour toute la rédaction, au moins ils savent à quoi s'attendre dès le départ. Non, mais je ne parlais pas d'un dispositif fermé, je parlais d'un dispositif pas nécessairement systématique pour tout le monde. Je ne voudrais pas singer la nouvelle star et qu'on transforme le spectacle. Je ne suis pas d'accord non plus avec mon ami Philippe, je vais simplement le dire, notamment cette idée que les acteurs entre eux
concernés par le quotidien du tu sais que éditorial faire des choses, tu n'étais pas d'accord au départ. ne pourraient pas trouver entre eux les clés d'une innovation et d'une interrogation permanente et qu'il faudrait des intervenants extérieurs, je suis en désaccord total avec ça. Voilà, juste que c'est pas des intervenants, c'est parce qu'il n'y a pas forcément. Je pense que ceux qui sont le mieux à même quand même d'essayer de définir ce qui peut faire évoluer leur production, leurs médias, ce sont les acteurs eux-mêmes. Qu'il y ait un tiers, un médiateur, sans mauvaise paraphrase de quelqu'un d'extérieur qui aide à accoucher, pourquoi pas. Mais l'idée que c'est avec des intervenants extérieurs que tout d'un coup les idées pourraient naître, je suis en total désaccord. Donc restez sur votre idée première. Excuse-moi, c'était une incompréhension. C'était de dire aujourd'hui on va faire venir et on va écouter ce que nous raconte quelqu'un qui bosse dans le secteur de la musique et comment ils ont machin, ou quelqu'un d'autre. C'est que le partage d'expérience vienne aussi, que les portes soient ouvertes. C'est ce que je dis. Voilà. Ludovic, une dernière réponse et on passe au candidat. Alors, ce que vous avez dit m'interpelle parce qu'elle me fait penser, vous parlez d'accidents qui pourraient donner des idées. Ça me fait penser à ce qui peut se passer pour les artistes. C'est-à-dire que des fois, c'est ce que j'ai appris à mon cours de 5e d'art plastique, c'est que des fois l'art, c'est quelque chose qui arrive comme ça, sans qu'on comprenne pourquoi, par accident. Voilà. Donc pour rejoindre votre idée d'aller chercher des personnes extérieures, c'est pour ça que j'ai parlé de directeur artistique, pourquoi pas un artiste qui vienne aussi compléter ce groupe constitué, pas forcément que de journalistes. Que des journalistes, c'est sûr que l'intérêt est moins fort parce que les compétences restent journalistiques. Après, avoir quelqu'un à la technique, un technicien pour un webmaster ou quelqu'un de plus dans la technique, c'est encore mieux. Pour accompagner un cercle, un noyau dur de journalistes. Voilà. Je pense qu'après, il faut trouver le bon dosage, il faut essayer. Et faut faire selon toujours le type de média. D'un mot très très vite, simplement, je trouve que la principale force de votre idée, et il faut pas chercher à la préciser plus, c'est d'inscrire dans l'agenda de tout corps éditorial l'idée qu'il doit y avoir un rendez-vous pour l'innovation et que ce rendez-vous doit être périodique. Tous les semaines, tous les 15 jours après, vous ouvrirez les négociations syndicales mais gardez surtout la force de cet agenda de dire, par ce biais, j'invite toutes les rédactions, toutes les équipes rédactionnelles à s'obliger à un temps consacré à l'innovation. Ils trouveront après les modalités, ils chercheront des ostéopathes, des artistes, des webmasters, peu importe. La force, c'est ça, proposer à toutes les rédactions de dire réserver un temps à l'innovation, ça fait partie de votre fonction éditoriale. Bien, pour d'évidentes raisons déontologiques, Nathalie Pignard-Chenel et moi-même n'avons aucun commentaire à faire sur une proposition venant d'un étudiant de Metz. Merci Ludovic Chatin. Merci. Juste pour vous dire que moi je dois vous quitter, donc Dans la frustration, j'espère. Dans la frustration extrême, mais je manquerai pas de regarder les vidéos, puis je ferai des tweets avec des petits cœurs, et puis selon le nombre de cœurs. Voilà. Merci Gilles. Merci à tous et bonne fin d'assises. J'appelle Vincent Manilev, qui nous vient de Cergy-Pontoise. Bonjour. Je m'appelle Vincent Manilev et je suis étudiant en master de journalisme à l'université de Cergy-Pontoise. Certains parmi vous sont déjà venus nous rencontrer. Et voilà. Donc, mon idée, en fait, je suis parti d'un constat. C'est que l'un des gros problèmes du journalisme aujourd'hui, c'était le manque de confiance de la part des lecteurs à l'égard des journalistes. Dans son rapport, l'Observatoire de la déontologie de l'information, Didier Eppelbaum dit, je cite, qu'un clair contrat de confiance entre les médias et leur public permettrait de sécuriser l'information en France. Donc je suis parti de là en me disant que voilà, pourquoi ne pas rendre le journalisme un peu plus transparent. Ce mot est peut-être un peu fort, mais il est à la mode depuis quelques temps, parce que les politiques essayent de l'appliquer d'un point de vue un peu législatif, et je me disais pourquoi les journalistes n'essaieraient pas de l'appliquer d'un point de vue professionnel. Parce qu'on parle quand même
avec des guillemets, du quatrième pouvoir, du thermomètre de la démocratie, ce qui est quand même une entité très importante. Donc je me suis demandé comment les journalistes pouvaient regagner au moins un peu de la confiance des lecteurs, car il suffit qu'une enquête sorte sur un politique pour que dès que le politique parle, le journaliste perd un peu de sa crédibilité, son enquête est un peu mise à mal. Et avec Internet, il est beaucoup plus facile de remettre en cause une enquête, avec les critiques permanentes, etc. Donc je trouve qu'il faut redonner les moyens aux journalistes de se défendre et un peu, en quelque sorte, d'anticiper les attaques qui seront faites à l'égard de son article. Donc une des idées qui me sont venues, c'était par exemple, pourquoi pas d'instaurer en bas de certains articles sur Internet une sorte de boîte noire, c'est-à-dire permettre aux lecteurs d'accéder, s'ils le souhaitent, à un peu le carnet de bord de la réalisation de l'article. Donc on y verrait par exemple l'auteur expliquer le chemin qu'il a choisi, sa façon de conduire son enquête avec ses mauvaises pistes, ses différents choix, ses prises de position dans l'enquête. On pourrait même proposer, pourquoi pas, dans des émissions à plus ou moins large diffusion, des chroniques dédiées, où un journaliste viendrait par exemple justement évoquer son travail et ainsi rendre un peu plus accessible sa profession. Je trouve qu'actuellement trop peu de médias proposent des retours sur enquête comme le fait Mediapart lors de live ou de coulisses de l'information en quelque sorte. Et je trouve qu'il serait très intéressant aussi pour les journalistes eux-mêmes, puisqu'ils pourraient voir comment leurs collègues travaillent. Dans le cas d'articles comme dans le data journalisme, je me dis que ça serait très enrichissant pour un journaliste qui est intéressé par ce nouveau moyen d'informer, de voir comment ses collègues travaillent. On pourrait même aller plus loin dans ce projet, et pourquoi pas créer un site dédié totalement à ces sortes de making-of. L'AFP le fait déjà, et je trouve qu'il faut élargir ce concept. Alors sur ce site par exemple, en plus des chartes déontologiques qui régissent le métier, le lecteur pourrait également voir ou entendre les témoignages de journalistes raconter leur quotidien, leurs enquêtes, leur façon de procéder, leur rencontre avec les témoins, sans, bien sûr, je vais y revenir après, sans briser le secret des sources, mais également leurs fausses pistes. Car pour l'instant, les journalistes livrent au public un papier prêt à l'emploi, qui est réécrit, enrichi. Et je trouve qu'il faut montrer la matière brute du travail et en quelque sorte emmener le lecteur avec soi sur le terrain. Et en faisant ça, un peu sans se mettre à nu, mais je pense que le journaliste peut rendre plus accessible sa profession et un peu améliorer l'image de son métier. Alors bien sûr, une question se pose, comment garantir une transparence journalistique tout en protégeant ses sources? Je trouve que ces deux notions ne sont pas contradictoires. On peut tout à fait réciter son enquête sans dévoiler qui est sa principale source. On peut juste, comme dans un article classique, préciser une source proche du dossier, une source proche de tel ministre. Seulement des informations qui pourront crédibiliser sa source. Donc voilà, ce projet peut paraître un peu idéaliste et je pense qu'il l'est, mais un de mes professeurs m'a rappelé hier que c'est avec de l'idéalisme qu'on peut changer les choses. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Alors, un projet idéaliste et en même temps, il me semble qu'il s'inscrit déjà dans des pratiques qui sont nées avec notamment le web 2.0, le web participatif, d'un journaliste qui cherche à être davantage en phase et dans l'échange avec ses lecteurs. Moi, je trouve cette idée extrêmement intéressante et en fait un peu dans la continuité de ce qu'on peut voir sur des blogs, par exemple, de journalistes qui justement font un peu du making-of, enfin voilà, racontent en fait l'information telle qu'elle est en train de se faire, les à côté et tout ce qui ne peut pas forcément trouver sa place dans leurs médias plus classiques. C'est ce qu'on voit aussi d'une certaine manière sur Twitter, par exemple. On avait hier Ainsi va le monde, là, les images avec quelques exemples justement de ces journalistes qui vont raconter peut-être des anecdotes, des choses comme ça, mais qui en même temps sont révélatrices de leur manière d'aborder un événement, de ces petits à côté qui en disent long aussi justement sur leur pratique. Dans le même esprit, on a Rue 89 qui avait créé aussi une rubrique les coulisses ou making of pour raconter aussi un peu la vie de la rédaction.
Et je pense qu'il y a une attente extrêmement forte de la part du public. Vous avez parlé de cette crise de confiance. Moi, j'ai travaillé avec une collègue, par exemple, sur les dispositifs de live faits donc par des collègue de journaux. recherche, hein, sur l'aspect recherche. Voilà, tout à fait. Et quand on a accès notamment à tous les commentaires que postent les internautes sur ces lives et qui ne sont pas publiés, on se rend compte qu'il y a une part énorme de questions sur mais combien vous êtes, mais comment ça se passe, mais comment vous vérifiez vos informations, mais expliquez-nous. Enfin, et cette envie d'entrer dans la boîte noire en fait, qui est un peu un fantasme, etc. Et en même temps une envie de comprendre, peut-être aussi pour avoir confiance, effectivement. Voilà. Après, je crois que vous avez pointé un point peut-être plus compliqué, qui est est-ce que tous les sujets s'y prêtent, est-ce que tous les journalistes sont prêts à franchir ce pas, enfin bon voilà. Alors, est-ce que tous les sujets s'y prêtent? Non, je pense que ça concernerait principalement des articles qui pourraient dans la suite créer une sorte de polémique médiatique ou qui pourraient entraîner de vives critiques de la part des personnes visées. Ça concernerait peut-être pas tous les articles. Et excusez-moi, votre deuxième point, c'était par rapport... Tous les journalistes. Voilà, c'est une question de bonne volonté, je pense. Non, mais vraiment, au final, je pense que c'est ça, parce que si un journaliste est prêt à être un peu plus transparent sur ses méthodes de travail, il en ressortira que gagnant, je pense. Après tout, s'il n'a rien à se reprocher, je pense qu'il n'a pas de problème pour développer sa méthode de travail. Très bien. Alors moi, je vais juste vous poser une question, parce que le temps tourne et on a une quatrième candidate à entendre avant de pouvoir aller au caméo. Est-ce que vous êtes déjà appliqué cela vous-même? Est-ce que vous avez fait l'exercice? Parce que c'est pas si facile que ça. Oui, alors effectivement, je me doute bien quand je sais que, par exemple, Fabrice Arfi a enquêté pendant plusieurs mois sur l'affaire Cahuzac, j'imagine bien que c'est très compliqué de raconter. Pour raconter, il l'a fait dans son livre après. Mais justement, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il faut justement mutualiser tous ces moyens d'information sur le travail de journaliste. Parce que jusque-là, il fallait aller sur un blog. C'était quelque chose d'assez... un peu pour les initiés, en fait. C'était quelque chose qui n'était pas accessible à un grand public. Il fallait savoir que ça existait pour y aller. Et effectivement, donc, moi personnellement, en tant qu'étudiant, j'ai pas été encore amené à faire des enquêtes au long cours sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est quelque chose qui, pour moi-même, pour avoir un retour sur ma propre expérience, pour pouvoir réfléchir, pour me dire qu'est-ce qui était faux, qu'est-ce qui était correct, comment j'aurais dû procéder à ce moment-là. Je pense qu'à la fois pour le journaliste et pour mes collègues, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les prémices, à savoir, il y a un manque de confiance qui est extrêmement problématique. Il faut regagner cette confiance. La transparence est une clé. Jusque-là, tout va bien. Après, alors quand vous me dites que le journalisme est le thermomètre de la démocratie, bon, quand on voit où on met un thermomètre, je suis pas sûr que l'expression soit très heureuse. J'ai cité avec des gros guillemets. Un baromètre. Je rappelle que pour le nourrisson, ça peut se mettre à d'autres endroits, cher ami. Chacun fait comme il veut. Maintenant, sur les dispositifs que vous proposez, la boîte noire en bas des articles, ça existe sur Mediapart. Mais il me semble justement que ce que Mediapart fait, c'est des compléments par rapport à l'article. Je ne sais pas si c'est comment ils ont travaillé, de quels documents ils sont partis, les gens qu'ils ont interrogés qui n'ont pas voulu répondre, enfin un peu ce que vous expliquez sur le modus operandi du journaliste pour fabriquer cet article qui est proposé. Mais justement, alors pourquoi ne pas le développer Enfin, je trouve ça intéressant. Je dis que ça existe déjà, c'est pas très innovant. Les rendez-vous dédiés avec des journalistes pour expliquer les coulisses de l'info, il y en a beaucoup. Et notamment, je vous recommande une excellente émission de France Culture qui s'appelle Le Secret des Sources, diffusée tous les samedis, qui va au fond avec des journalistes sur des sujets sur comment ils travaillent, quelles sont leurs sources, quelles sont les pressions, quelles sont les intoxications dont ils sont éventuellement susceptibles d'être les victimes, et en essayant d'expliquer, de montrer le travail en train de se faire. Nathalie a dit sur le développement d'une enquête via Twitter, via les blogs, etc. Il y a de plus en plus
de journalistes qui partagent. Il y a d'autres dispositifs qui existent aussi. Je sais que pour parler d'une émission dont on parlait ce matin qui s'appelle l'Atelier des médias, on mettait des interviews en version intégrale audio sur le web, ce qui permettait aux gens, si jamais ils avaient un doute, de savoir que la version montée qu'ils avaient entendue à la radio, il y avait aussi la version intégrale. Peu de gens l'écoutaient, mais le fait de savoir que ça existe, c'est une forme de traçabilité, comme quand vous allez chez le boucher et qu'on vous dit cette viande vient de telle ferme, je ne sais où. Vous n'allez pas aller forcément vérifier, mais ça vous rassure de savoir qu'on peut avoir cette traçabilité. C'est l'étude de la recherche. Tu sais, tu décryptes les entretiens, on décrypte entièrement les entretiens qu'on a réalisés en recherche, on les met en annexe, et après on a des extraits qui viennent illustrer. C'est la même chose. Donc tout ça pour dire en conclusion que je trouve la préoccupation très intéressante, louable et centrale même dans les problématiques de cette profession aujourd'hui. En revanche, je pense que vous n'êtes pas allé assez loin dans l'élaboration d'un dispositif pour répondre à cet enjeu. Alors, moi, d'un mot, puisque beaucoup de choses ont été dites, vous dire que le titre même, la boîte noire, me plaît beaucoup. Labellisez-le, parce que voilà, mais il faut le reprendre comme un principe. Il faut le reprendre comme un principe. Mais la boîte noire, elle a une exigence, et là je me confronte à cet exercice tous les jours, puisque je fais venir les journalistes de Radio France à l'antenne pour débattre des conditions de production de leurs reportages. Et je peux vous dire à quel point il est difficile de demander à un journaliste de venir dire bah oui, j'ai mal fait le boulot, ou je l'ai bâclé, ou voilà. Donc boîte noire, ça a une notion d'exigence, c'est que c'est là où on est sûr que c'est vrai ce qu'elle a un boîte noire. Hein. On est sûr que quand il y a le crash, on est sûr que ça c'est si le pilote a parlé, pas parlé, machin. Non. Donc il faut être à la hauteur de cette exigence, ça qui me paraît très compliqué. C'est-à-dire que si vous dites dans la boîte noire, j'ai torché ce sujet en 5 minutes parce qu'on me l'a demandé 10 minutes avant l'antenne, et effectivement j'ai pas assez bossé, c'est ça qu'il doit y avoir dans la boîte noire. Or vous ne le mettrez pas parce que vous n'obtiendrez pas de l'acteur qui le mette. Or le principe même de boîte noire suppose une sorte de rigueur clinique sur les conditions de fabrication de l'information. Et je ne suis pas sûr que dans un univers affectif d'une rédaction, ça soit envisageable. Mais je pense qu'il faut pousser cette idée de toute façon. Juste pour aller un peu à l'encontre de ton point, si jamais cette chose-là existe, des journalistes refuseront de faire un papier en 2 minutes avant l'antenne, vite fait, mal fait. On renverse la logique. Ou alors voudront le dire. Justement. Alors il faudrait que ça soit validé non pas par le rédacteur en chef, mais par le médiateur, par exemple. Merci à vous, Vincent Manilev de Cergy-Pontoise. Très rapidement, nous avons la dernière proposition. C'est une proposition collective qui nous arrive tout droit de Metz. Leïla Marchand, Alice Beckel, Johan Mathias, Guillaume Aublé et Pierrick Linz ont fait du brainstorming entre eux et ils ont poussé sur le devant de la scène l'atout maître, Leïla Marchand, pour défendre en 4 minutes maximum votre idée. Bonjour. Oui, on a fait effectivement cette séance de brainstorming où il y a eu pas mal d'idées d'évoquer, et j'étais assez surprise hier d'apprendre que c'était mon idée que j'avais lancée un peu au hasard et un peu pour rire qui a été retenue. Donc il paraît que l'innovation naît d'accident, donc je vais essayer de vous la défendre ici. Donc mon idée, c'était de faire, c'est une forme de journalisme qui est encore assez peu usitée, le journalisme en dessin animé. Donc, qu'est-ce que ce serait? Donc, ce serait un journalisme qui serait applicable à certains sujets, par exemple pour les sujets complexes comme la NSA, comme les affaires un peu compliquées, on pourrait les illustrer par des petits dessins animés qui seraient plus accessibles, qui seraient aussi plus esthétiques. Et ce serait aussi applicable à des sujets un peu plus durs comme les sujets sur des guerres ou des choses comme ça, pour avoir une histoire résumée mais de façon moins choquante peut-être. Et ça peut aussi marcher pour les faits sociaux, pour illustrer des histoires, des exemples en fait. Il y a déjà eu quelques idées dans ce sens-là, par exemple avec la revue dessinée, le magazine trimestriel qui a été lancé très récemment, qui lui fait cette actualité aussi en dessin, mais en dessin papier. Et autre innovation que j'avais repérée dans le New York Times, ils avaient repris cette idée de dessin animé, mais seulement pour une chronique, pour illustrer les comportements amoureux sur leur site internet.
Et aussi, là, tout récemment, cet été, le Guardian avait réalisé un dessin animé à partir de témoignages de 5 détenus de Guantanamo. Donc c'était vraiment un reportage sous forme de dessin animé, mais à chaque fois, c'était de manière très ponctuelle, et je me disais que ce serait peut-être une idée à démocratiser, parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs très talentueux, il y a beaucoup de manières de dessiner qui pourraient s'appliquer au journalisme. Et comme ce sont deux professions en crise, pourquoi pas se donner la main dans la peine et essayer de réinventer les choses. Voilà. Bravo. Alors, puisque au nom des conflits d'intérêts, l'équipe de Metz ne veut pas s'exprimer, j'ouvre volontiers le bal. J'aime beaucoup cette idée pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez cité vos référents, il y en a d'autres également. On a David Servenet est venu présenter la nouvelle revue dont vous parlez hier dans l'atelier qu'animait Philippe Couve. Vous allez remplir avec ce problème, me semble-t-il, quelque chose qui n'est pas rempli, et c'est pour ça que je la trouve intéressante. La presse papier a une longue histoire, je ne veux pas faire de publicité ici, mais par exemple le groupe Bayard a été un des groupes qui a su inventer une presse à destination des jeunes, voire des très jeunes, pour les habituer, les éduquer à l'information, pour leur apporter une actualité qui leur soit accessible. Et l'audiovisuel a été uniquement dans le divertissement. Enfin, de tout ce que je vois, moi, il est dans le dessin animé ludique ou pédagogique, mais il n'est pas dans une démarche d'un dessin animé qui soit au service de l'actualité. Et donc simplement pour à la fois une nouvelle forme narrative et la volonté surtout d'aller vers le jeune public pour que très tôt la question de la mise en contact avec l'actualité, la mise en contact avec l'information et donc la mise en éveil des réflexes de filtre nécessaires pour qu'un citoyen apprenne à se débrouiller avec l'information qu'on lui propose. Pour toutes ces raisons, et comme il faut que nous soyons brefs, je vous souhaite plein succès et que cette idée un jour voit le jour. J'ai pas grand chose à se dire, je trouve ça intéressant. Vous n'avez pas beaucoup développé les sujets qui pouvaient être traités, enfin en tout cas comment vous envisagez ça. J'ai entendu parler de guerre, qu'elle soit moins choquante à voir, je crois que c'est le mot que vous avez employé. Je ne sais pas si vous avez vu un film, un dessin animé qui s'appelle Valse avec Bachir, qui raconte en dessin animé une guerre qui a eu lieu entre Israël et le Liban. Et c'est pas moins violent d'une certaine manière, peut-être plus d'ailleurs que certaines images sanguinolentes qu'on a pu voir. En tout cas, ça démontre qu'il y a la capacité, à travers ce média, on va dire, qu'est le dessin animé, de transmettre de l'information, de l'émotion aussi, de différentes choses. Donc c'est un média qui peut être utile et employé. Si j'avais une question, c'est est-ce que vous voyez des limites aux sujets qui peuvent être traités à travers ce genre de dispositif? C'est un dispositif, je pense, qui met un petit peu de temps déjà à être réalisé, parce que faire un dessin, ça prend plus de temps que de faire une photo ou une vidéo. Donc déjà, il y a limite de temps. Et sinon, quelle limite au niveau des domaines, je ne sais pas. J'imagine que justement, c'est même plus facile parce qu'on peut illustrer même ce qu'on ne peut pas filmer, rentrer dans des... Là, la prison de Guantanamo, j'imagine que ça n'aurait jamais été possible de filmer à l'intérieur. Donc voilà, sinon je vois pas de limite. Enfin là, je n'ai pas d'idée. Très bien. Eh bien, c'était Leïla Marchand et la Dream Team de Metz. Bien. Eh bien, écoutez, il m'appartient, avant de donner la parole au big boss des assises à ma droite, de faire un petit mot de clôture. Ce n'est pas totalement fini, puisque nous vous invitons à aller au Caméo, si vous le souhaitez, pour voir la version complètement remontée du documentaire de Denis Robert, excusez-moi la fatigue, qui a, vous le savez, filmé en immersion un an de la vie de cette promotion, à l'époque où nous étions encore licence professionnelle. D'abord dire que Jérôme avait raison. Jérôme me dit souvent, la dernière après-midi, le troisième jour, c'est un peu plus, il y a les gens, on commence à partir, etc. Et il me dit, mais
vous, Upswell, vous avez des trucs un peu plus sexy, tout ça. Mettons ça le jeudi après-midi, et on a eu salle pleine à partir de la brillante démonstration de Nicolas Becquet jusqu'au jeu avec les drones, et pour finir avec ceux qui incarnent le journalisme de demain. Donc merci à vous tous. C'était un pari, celui de faire les 4e entretiens du web journalisme, puisque nous faisions des entretiens annuels ici à Metz depuis 2010, en les fusionnant dans les assises. C'est un pari gagné, en tout cas pour nous. Jérôme me dira s'il partage ce point de vue. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine à Metz. Je laisse Jérôme annoncer lui-même les dates. Voilà, merci à vous et merci à Jérôme. Merci à Nathalie, merci à Arnaud, merci à vous. Voilà, on aura le temps de refaire des bilans plus détaillés, mais je voulais vous dire, y compris au terme de la fatigue de ces 3 jours et du plaisir accumulé, que nous sommes ravis de cette coopération, cette collaboration. Je vais rester une seconde sur ce dernier moment que nous venons de vivre avec Nathalie et Arnaud. On a comme ça, on disait tiens, et si on faisait ça, et si on faisait ça, bon. Et puis après, on ne sait jamais si ça marche pas. Cette idée d'une idée pour le journalisme, on y croyait beaucoup. Moi, j'ai douté. Je crois qu'Arnaud et Nathalie ont douté aussi, parce qu'on a eu des réponses plus ou moins nombreuses et très tardives. Et tout d'un coup, là, tout à l'heure, en faisant me dit, je pense que ça valait quand même la peine et qu'il y a quand même quelque chose à continuer d'interroger au travers des assises. On en reparlera ensemble, mais parce que de vous donner la parole pour dire rêvez un peu et dites-nous ce qui pourrait faire avancer la qualité de l'information selon vous, de le mettre en débat, je trouve qu'il y a quelque chose à peut-être à scénariser, peut-être à mieux travailler, peut-être, mais je pense qu'il y a un germe de quelque chose, si vous avez ressenti ça, parce qu'on vous posera aussi la question, mais il y a un germe de quelque chose qui est intéressant, qui peut permettre de faire de belles plantes et de belles pousses. En tout cas, on va essayer de creuser ça. Plus globalement, parce qu'il faut vite aller courir jusqu'au cinéma Caméo, dont je ne sais pas où il se trouve, pour aller vous regarder peut-être pour certains, parce que vous étiez à l'image, je crois, hein, dans certains, je ne sais pas si ça a été gardé dans le remontage du film de Denis Robert, et ça sera le vrai moment de clôture. Vous dire qu'on a passé 3 jours pleins, riches, denses, grâce à vous, grâce à la mobilisation et votre couverture exceptionnelle au niveau multimédia. Donc ça a été un plus pour la manifestation. Je pense que c'est toujours dans cette tension entre les nouvelles pratiques et les fondamentaux du métier que a voulu se développer les assises, et je pense que cette année on y a plutôt bien réussi. Je ne vous donnerai pas les dates de l'année prochaine, je sais simplement que nous avons été invités par les collectivités locales lorraines hier à renouveler l'exercice. Tant pis pour vous, tant pis pour eux, tant pis pour Arnaud et Nathalie, à l'année prochaine. Un ultime mot pour dire que Loïc Ballarini, Florent Bouchardot, Nathalie Pinière-Chemel et moi-même sommes très fiers du travail de couverture réalisé par les étudiants de la licence pro de Nancy, par les étudiants du master de Grenoble et par les étudiants du master de Metz. Et c'est d'abord à vous que je veux faire un grand merci et qui méritait des applaudissements. Comment ? Et oui, on avait six amis québécois venus grâce à un programme de coopération. Et donc, à tout de suite au Caméo.